François, on va rester à Mediapart et en même temps passer au vaste monde. Nous sommes dans les débats internes de Mediapart, pris à partie sur ceux qui nous lisent honnêtement savent que nous ne sommes pas avares de critiques sur les dégâts des interventions occidentales des États-Unis d'Amérique dans cette région. Mais comme nous ne soutenons pas Monsieur Assad, le dictateur, et Monsieur Poutine et ses oligarques comme la barrière anti-impérialiste face à toutes ces bêtises, eh bien, nous sommes qualifiés d'atlantistes. Sommes-nous, François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart, des atlantistes? Alors, oui. nous sommes des atlantistes et des valets de l'impérialisme, et l'accusation est portée depuis 2008, depuis notre création. 2008, c'est la guerre déclenchée par la Russie en Géorgie. Et nous sommes déjà désignés comme les affreux fourriers de Washington. Alors juste, on a déjà répondu, puisque l'accusation est revenue au moment de l'Ukraine, elle est revenue au moment du Mali, elle est revenue au moment de la Libye, elle est aujourd'hui récurrente sur la Syrie. Je veux juste lire quelques titres des principaux articles qu'on a faits. Avril 2008, OTAN, une diplomatie à front de taureau. C'était pour dénoncer le projet d'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine, l'accord de partenariat qui, en 2008, était discuté pour la première fois. Un an plus tard, quand Sarkozy décide de faire que la France intègre le commandement de l'OTAN. Cet autre article, 5 très mauvaises raisons de réintégrer l'OTAN. Intégrer l'OTAN, un acte de décès de la défense européenne. La guerre en Libye, 2011. Libye pour ne pas céder à un unanimisme béat. Unanimisme, puisque tout le monde, sauf nous, même Jean-Luc Mélenchon, soutenait l'intervention qui a abouti au renversement de Kadhafi. Et dont nous avons documenté et dont on paye encore aujourd'hui très fortement le coup avec le Sahel envahi par les armements kadhafistes et les bandes djihadistes. Jean-Luc Mélenchon l'a soutenu explicitement à l'époque. Oui, oui, absolument. Libye, la guerre est déjà hors contrôle. Ça, c'était une semaine plus tard. Syrie, la faute de François Hollande. En 2013, à l'été 2013, quand il se dit prêt à intervenir avec les États-Unis. Mali, Centrafrique, Irak, Hollande, le président qui aime faire la guerre. Politique étrangère, Hollande est dans le bain néoconservateur. La France s'enlise dans ses guerres africaines, etc., etc., etc. Donc, nous faire la critique d'atlantisme est simplement grotesque. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est en débat avec une partie de nos lecteurs, et c'est un lectorat qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres journaux, sur d'autres forums, etc., qui sont vraiment restés dans une vision absolument guerre froide. On est vraiment dans les rhétoriques des années 50, face à l'empire états-unien ou nord-américain. Il faut résister, et de ce point de vue-là, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il y a deux camps. On ne peut pas tenir les deux bouts. Il y a deux camps. Et je pense que, traditionnellement, ces questions-là de politique étrangère ne pèsent pas dans les campagnes électorales françaises et ne pèsent pas dans les campagnes présidentielles. Et à mon avis, sans faire de la prospection et sans faire Madame Irma, je pense que c'est aujourd'hui en train de peser très lourdement sur 3 candidatures. Celle de Fillon, dont on ne comprend pas l'exactitude des relations avec la Russie et de son soutien affiché à Vladimir Poutine. Celle du Front National, là on comprend, on a longuement documenté sur Mediapart comment la Russie finançait l'extrême droite française comme elle finance les extrêmes droites européennes, et celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a beau dire et redire et répéter qu'il ne soutient pas Vladimir Poutine, se retrouve tout de même à soutenir les positions de la diplomatie russe et les positions de la stratégie géopolitique russe à peu près systématiquement. Et ça, je pense que ça va devenir un gros problème pour lui, parce qu'on est dans une situation qui évolue très vite et qui continue, d'une certaine manière, à révéler ce qu'est la nature du régime de Poutine. C'est pas un hasard si, cette semaine, le parti de Poutine, Russie Unie, signe un accord politique en bonne et due forme avec l'extrême droite autrichienne.
Russie Unie, c'est le parti unique aujourd'hui en Russie. C'est la force politique construite méthodiquement par Poutine. Russie Unie ne fait pas n'importe quoi. C'est pas Zhirinovsky. C'est pas les fous furieux de la politique russe telle qu'on a pu les connaître il y a 15 ans. Non, c'est une vraie force politique, méthodique, construite, cohérente, qui développe un vrai projet. Et l'avoir signé un accord politique en bonne et due forme avec l'extrême droite autrichienne... Celle-là même qui a perdu la présidentielle juste là. Voilà. Celle qui vient de perdre la présidentielle, mais enfin qui la perd à quelques pourcents. Donc il lui voilà. Retende la main. L'autre problème, c'est quand même l'effet de miroir entre le régime Trump, c'est quand même la plutocratie qui est arrivée au pouvoir aux États-Unis. Trump, ses milliardaires, ses grands industriels, c'est-à-dire la juxtaposition d'intérêts privés de grands groupes. La caricature, c'est le nouveau secrétaire d'État, ancien patron d'ExxonMobil, décoré par Poutine. Bon, il y a même des relations d'affaires. Une société a été montrée. On est vraiment dans la définition même de la plutocratie aux États-Unis, mais qui fait furieusement écho à ce qu'on a raconté et documenté du régime des oligarques russes. Poutine est finalement la résultante des grands milieux d'affaires russes et de ces grands oligarques omnipuissants. Son principal conseiller, c'est le patron de Rosneft, premier groupe pétrolier russe, qui justement a passé des deals avec le nouveau secrétaire d'État américain et avec ExxonMobil. On retrouve ces gens-là, c'est un même milieu. C'est des gens qui travaillent ensemble depuis aujourd'hui 10 ou 15 ans. Donc, que vont dire François Fillon et Jean-Luc Mélenchon face à cette espèce de proximité? Je ne dis pas cette nouvelle alliance, puisqu'il reste quand même des intérêts forcément divergents des pays, mais une proximité des hommes, des manières de gouverner, des manières de concevoir le pouvoir. Et ça, c'est ce qui nous attend au premier trimestre 2017. Comment tout ça va surgir? Question quand même, notre travail, c'est d'apporter la vérité de fait. Et dans ce débat-là, on est quand même par moments troublé. On se trouve face à des lecteurs qui sont pas moins... Oui. Voilà, qui sont intelligents, qui sont rationnels, oui. Et qui arrivent à penser que résister à l'impérialisme, à la domination, c'est défendre, c'est même s'allier avec des dictatures. Bachar el-Assad, les réponses ont été données sur Mediapart par Farouk Mardambey et par un billet repris de Julien Salingue, oui. Qui est plutôt à l'extrême gauche et qui n'est aucunement atlantiste, qui est un animateur d'Acrimed de manière très claire. Mmh. Et donc, d'une part, s'allier à des dictatures qui sont criminelles pour leur peuple, mais même idéaliser le régime de Poutine comme s'il était l'héritier de l'Union soviétique d'il y a 50 ans, alors que non seulement ses principales alliances, tu l'as dit, en Europe, sont avec l'extrême droite, il finance l'extrême droite, notre extrême droite, ici même, à fond perdu et peut-être plus qu'on ne l'imagine, et qu'en plus, idéologiquement, c'est documenté, il est croisé de l'Occident chrétien orthodoxe. C'est ça ce qu'on trouve dans la propagande poutinienne. Alors, comment expliquer que ces gens-là qui nous écoutent n'arrivent pas à racoler tous les bouts, à penser la complexité, à accepter des informations complexes et différentes? Je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier, et ça il faut le reconnaître, c'est qu'il est très difficile d'informer sur la Syrie. Il n'y a pas un journaliste occidental qui est aujourd'hui en Syrie. Donc c'est extrêmement complexe d'arriver à trouver de l'information, à la recouper, à véritablement documenter ça. On essaye de le faire, on a beaucoup de mal. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est, disons-le clairement, c'est une vision préhistorique ou plutôt stalinienne de l'internationalisme, où l'internationalisme, c'est d'abord la solidarité avec les peuples, et là on se retrouve dans un système de solidarité avec des régimes et dans des visions géopolitiques de pouvoir. Et donc pour faire face à ce qu'est l'impérialisme américain, ce qui est quand même étonnant quand on regarde ce qu'est le bilan politique étrangère d'Obama ces 8 dernières années, eh bien, il faut trouver des alliés ou des gens qui accompagnent, en l'occurrence, le régime de Poutine. Le troisième élément, me semble-t-il, c'est cette question, ou plutôt cette affirmation, et là on retrouve, je dirais, une convergence entre François Fillon
et certaines parties de ce lectorat de gauche, c'est la priorité, c'est la guerre à Daesh. Et donc, tout ce qui est la création de Daesh, qui est d'abord une création du régime de Damas, qui est une création, Bachar el-Assad fait libérer, quand il voit la révolte démocratique de son peuple, il fait libérer des centaines d'islamistes de ses prisons. Et évidemment, la jonction va se faire avec les héritiers d'Al-Qaïda pour donner Daesh. Et donc, il y a également cet élément-là, qui rejoint d'autres débats français, c'est-à-dire le terrorisme, l'islamisme, qu'est-ce qu'on fait face à ça, comment on pense ça, comment on pense une situation qui est totalement nouvelle, qui doit nous bousculer, et je pense qu'à Mediapart, on essaye de documenter tout ça en permanence, il y avait encore ce formidable débat la semaine dernière. Voilà, je pense que ces trois éléments-là, qui ont brouillé des repères classiques, expliquent ce débat extrêmement vif, pas seulement chez nous, on le voit partout, dans tous les titres. Alors on va approfondir au début de l'année prochaine, puisque le rendez-vous, c'est le 18 janvier, 2 jours avant l'intronisation de Donald Trump, hein, puisqu'il a été confirmé par les grands électeurs, ce qui était prévisible. Et donc le 18 janvier, on quittera la primaire socialiste avant son premier tour, et on ira voir les troubles du monde, car quand même, nous avons quelques réalités inédites. Rien ne se passera comme prévu, mais ça peut être les monstres parfois. Et là, nous avons des réalités politiques